Bonjour, aujourd'hui je vous fais la lecture de l'ouvrage du philosophe Marcel de Corte, L'intelligence en péril de mort, écrit en 1968. Page 108. Chez les anciens, la science, dans la signification actuelle du terme, n'a joué qu'un rôle effacé, tant au point de vue de la spéculation qu'à celui de l'action. Ce genre de savoir que l'homme de la civilisation traditionnelle a peu pratiqué, ne s'est diffusé qu'avec Léonard de Vinci et Galilée, et surtout avec Descartes et Newton. Page 109. C'est un lieu commun que l'exaltation de l'homme à l'époque de la Renaissance, mettre l'homme au centre plutôt que Dieu. Non seulement l'homme est au centre du monde, mais il se dépouille de ses limites. Pic de la Mirandole proclame que Dieu accorde à l'homme de décider de sa nature et de se façonner lui-même selon la forme qu'il préfère, en accord avec le libre arbitre qui lui est propre. L'homme est de la sorte un être qui s'actue et se fait soi-même, sans être contraint par aucune nécessité. Comment ne s'élancerait-il pas à la conquête du monde? Et comment le monde ne lui apparaîtrait-il pas comme une sorte de matière plastique et malléable qu'on peut manipuler à son gré, à condition de la connaître en elle-même et pour elle-même, en abandonnant la vieille relation de la nature à sa cause première, désormais inutile. Il est évident que l'humanisme qui érige l'homme en causa sui est à l'origine de la nouvelle conception scientifique du monde telle que nous la connaissons aujourd'hui et des techniques qui l'accompagnent. Les crises internes du christianisme en expliquent seules l'apparition. Elles n'ont pas seulement ébranlé les croyances, elles ont miné les certitudes naturelles de la philosophie et de la morale que la foi présuppose et qu'elle surélève dans la lumière du surnaturel. Et comme l'homme ne peut vivre sans certitude, c'est en lui-même et dans un nouveau type de savoir qu'il tentera de les trouver. Il n'y a pas d'autre alternative au théocentrisme que l'anthropocentrisme. Et cet anthropocentrisme se revêt immanquablement de la causalité divine qu'il a répudiée. Une parenthèse à la lecture, que nous dit-il ici? Il nous dit que l'abandon de la foi chrétienne, ou en tout cas les doutes qui ont été portés sur les modes de connaissance transcendantale liés à Dieu, qui ont amené l'humanisme, l'homme au centre, ne pouvait que créer la science que nous connaissons aujourd'hui, où le monde n'a plus de cause première en fait. Je reprends la lecture. Il ne s'agira plus désormais de contempler la nature dans la relation à la cause transcendante qui l'ordonne, ni d'accomplir par des actes humains l'être qui a été départi à l'homme avec mesure dans l'économie générale du cosmos, mais de suivre la seule voie qui reste encore disponible lorsqu'on a quitté les chemins de la spéculation et de l'action. Être celui qui déploie son activité poétique dans un univers considéré sous son seul aspect matériel, et se comporter à son égard comme le démiurge ou le sculpteur vis-à-vis de la glaise qu'il informe. Parenthèse, informer, ça veut dire donner une forme. Le fer
va monopoliser toutes les énergies contemplatives et actives de l'homme à son profit. La théorie et la praxis, la pratique, se confondent avec la poiesis, c'est-à-dire l'activité créatrice, à un point tel que toute pensée sera désormais une sorte d'œuvre d'art, et toute action fabrication d'un monde et d'un homme nouveau. Parenthèse, confère ma vidéo Comment la science moderne a-t-elle sombré dans l'illusion, qui reprend cette thèse que l'homme peut façonner, en fait, inventer, créer des réalités qui n'existent pas, tout en restant attaché à un certain matérialisme. Je reprends la lecture. Telle est la science moderne. L'homo faber, l'homme qui fabrique, évince l'homo sapiens, l'homme qui sait. Avec son prodigieux génie intuitif, Descartes l'avait pressenti. Le discours de la méthode en témoigne dans un passage dont notre époque n'a pas encore épuisé les virtualités magiques. Il cite Descartes. Au lieu de cette philosophie spéculative qu'on enseigne dans les écoles, on en peut trouver une pratique par laquelle, connaissant la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux, et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Parenthèse, c'est une expression maître et possesseur de la nature de Descartes qui est très célèbre parce que ça montre un tournant dans le rôle qu'on confère à l'homme. Je reprends la citation de Descartes. Ce qui n'est pas seulement à désirer pour l'invention d'une infinité d'artifices qui ferait qu'on jouirait sans aucune peine des fruits de la terre et de toutes les commodités qui s'y trouvent, mais principalement aussi pour la conservation de la santé. Donc Descartes plaide pour l'invention d'artifices pour jouir sans aucune peine des fruits de la terre. Alors on peut penser, par exemple, aux différentes techniques agricoles. Comme si vous voulez, l'homme avait une telle connaissance et une meilleure connaissance de ce qui est bon pour l'homme que la nature elle-même en fait. Que le créateur lui-même, puisque c'est lui qui a créé la nature pour l'homme à cette époque-là, avant la Renaissance. Je reprends la lecture de Marcel de Corte, la citation de Descartes est terminée. C'est ici que s'étale, visible, mais inaperçu, le romantisme de la science, dans lequel patauge notre époque, et dont les miasmes entêtants affolent les esprits débiles et faux. Toutes les activités de l'homme vont désormais être détournées de la connaissance spéculative et de l'exacte observance des règles qui permettent à l'homme d'exécuter sa tâche d'homme et de remplir sa mesure humaine en orientant son être vers la contemplation. Un nouveau type de savoir apparaît. La science moderne, que nous nous obstinons à diviser selon des normes qu'elle récuse et qui ne peuvent plus être en aucune manière les siennes, en science théorique et en science appliquée, alors qu'elle est connaissance poétique de la nature, c'est-à-dire connaissance qui rend l'homme maître des formes qu'il imprime au monde, exactement comme l'artiste est maître des figures et des images dans lesquelles il encadre la matière de son œuvre. À l'intelligible et à l'agible fait place
le factibilé. Toute l'erreur, à notre sens énorme, et qui vicie complètement l'interprétation des avatars de l'esprit humain depuis la Renaissance et sous le choc du cartésianisme, toute l'erreur est de croire que la nouvelle science de la nature s'est définie en divorçant de la métaphysique et de la morale, et en contractant mariage avec les mathématiques. Alors parenthèse, c'est une erreur que moi-même je commets puisque effectivement je pense aussi que la nouvelle science s'est définie en divorçant de la métaphysique et de la morale et en se mariant avec les mathématiques. Marcel Decoorde va maintenant expliciter ceci. Je reprends la lecture. Sans doute, les mathématiques étaient la seule science qui subsistait, intacte, du naufrage de l'ancienne conception de l'univers, et pouvait à ce titre s'ériger en pôle d'attraction pour toutes les connaissances empiriques de la nature abandonnées à l'incertitude et à la précarité qui résultait de leur découronnement. Mais la victoire des mathématiques sur l'explication métaphysique et théologique de la nature est due à un autre facteur. Les mathématiques n'ont triomphé du principe de causalité, Dieu, que dans la mesure où l'homme, que les disgrâces du christianisme détournaient de sa finalité naturelle et affranchissaient de ses normes, les mathématiques n'ont triomphé du principe de causalité que dans la mesure où l'homme n'a plus perçu le monde extérieur comme objet de contemplation, mais comme une matière destinée à recevoir l'empreinte de ses intentions conquérantes. La matière plastique dont il parlait tout à l'heure, c'est-à-dire un monde malléable par l'homme. Là, c'est encore moi qui parle pour dire que c'est ce à quoi on assiste avec l'idée de changement climatique où on rend l'homme responsable de la météo, aussi bien pour faire du mal que, éventuellement, pour rétablir l'équilibre, pour faire du bien à la planète, ce qui est une conception totalement humaniste du cosmos. Les anciens, au contraire, se sentaient tributaires des éléments et non pas en contrôle des éléments. Je reviens à la lecture. Un monde qui n'est plus formellement appréhendé dans sa subordination à une cause suprême, qui lui confère son existence et son intelligibilité, n'est plus un monde, un cosmos, un ensemble, un arrangement, un système de parties congruentes. Privé des lumières supérieures qui dessinaient en lui un ordre, il devient un chaos, un flux de phénomènes sensibles, insaisissables, un pêle-mêle d'énergies disparates qui suscitent, abandonnées qu'elles sont à leur cours en apparence incohérents et confus, qui suscitent la volonté de puissance de l'homme. Quand la foudre n'est plus l'arme de Zeus, Prométhée s'en empare. L'homme ne peut pas vivre sans un monde autour de lui. Puisqu'il n'a plus de monde, c'est-à-dire en tant que création de Dieu, création d'un être supérieur, alors il va s'en créer un. Au monde consonantique de la nature et de la surnature qui disparaît à l'horizon, il substituera un monde qui sera autant que possible son œuvre, et qui dès lors sera de part en part transparent à sa raison, de plein pied avec elle, soumise à ses injonctions et à ses desseins. En cet univers
où le Dieu de la nature et de la grâce, de la métaphysique et de la révélation, s'estompe dans les dernières lueurs du crépuscule, où les lanternes du sens commun et les fanaux de la foi s'éteignent peu à peu, l'homme gonfle des vessies dont il s'imagine qu'elles répandront quelque clarté sur le devenir des choses et se prend pour un démiurge. Après avoir désenchanté le monde et l'avoir privé de son sens, il s'en proclame l'enchanteur et lui donne un sens, celui de sa volonté créatrice. Ce monde nouveau, ce monde renaissant entre les mains de l'homme, doit avoir un sens. Il doit suivre des règles, obtempérer à un ordre, se soumettre à des lignes directrices de manière à redevenir un cosmos. Mais un cosmos humain, façonné par l'homme. D'où lui viendra cette disposition méthodique qui le rende habitable, sinon de l'homme lui-même, réinstauré dans sa fonction entre guillemets de roi de la création, au titre de créateur, dont la volonté de puissance sur tout ce qui n'est pas lui se dirige vers la fin, qui est désormais la sienne, et recherchera les moyens de l'atteindre. L'homme commence de façonner un monde qui soit digne de sa superhumanité, sinon de sa divinité même. Tous les problèmes se ramènent ainsi au seul problème de l'art, de la technique, de la méthode, des voies, moyens et instruments qui assureront à l'homme la régence d'un monde privé de transcendance et de mesure, devenu malléable et disponible, voué à la suggestion, à l'hominisation. Parenthèse. Jacques Ellul parlera d'une frénésie des temps modernes, de trouver des solutions à tout et l'idée que ce rôle nous est imparti. Je reprends la lecture. Nous sommes dans l'âge de l'activité transitive, du poiein, du faire, qui se subordonne toutes les autres activités, qu'elles soient spéculatives ou morales. Voici désormais la seule question qui se pose à l'homme. Comment faire pour avoir un monde, alors que je me trouve devant un flux de phénomènes dont les changements, les variations, les vicissitudes m'assaillent sans relâche. Parenthèse, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup de nos jours, au début du XXIe siècle. On cherche des solutions pour tout, où on pense pouvoir être capable d'en trouver, où il s'agit de changer de société, de changer nos habitudes, de créer une nouvelle civilisation, etc., etc. Je reprends la lecture. Tout est remis en question en fonction de ce renversement des axes du réel, aussi bien l'existence politique et sociale que la conception de la nature et de l'homme. Les ressources de vie paysanne et religieuse, les réserves de sagesse, de jugement, de bon sens, amassées au plus secret des âmes, la communion vécue avec l'univers et avec le principe de l'être, l'obéissance à leurs impératifs, la conception du savoir comme réception et comme soumission au réel, pourront sans doute subsister longtemps dans les mentalités. Elles ne joueront plus de rôle directeur et régulateur. Il s'agit de construire, d'inventer, de créer. Ça, c'est à l'époque actuelle. Alors que l'ancienne époque, si vous voulez, chez les anciens, il s'agissait de recevoir une vérité dans la contemplation du monde et non plus de se créer un monde. Puisque le donné, le monde tel qu'il est, le réel, c'est lui qui était porteur de sens. Voilà, je vais m'arrêter là. Vous voyez ce basculement. Le basculement d'un sujet, l'homme, face à un objet
créé, la création divine auquel il est lui-même soumis, où donc la science jusque-là c'était comprendre le monde que Dieu a créé, est devenu le fait de façonner le monde, de changer le monde pour qu'il soit plus adapté, soi-disant, à l'homme, pour qu'il fonctionne mieux. Il y a donc cette idée que notre esprit, notre intellect est supérieur à celui de Dieu et qu'il faut réorganiser en fait ce que Dieu a si bien organisé pour nous les croyants qui pensons que si on trouve que quelque chose est mal organisé dans la nature, c'est pas parce que c'est mal organisé, c'est juste parce que ça nous échappe complètement et qu'on n'est pas capable de le voir quelque part. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite de bonnes lectures. N'hésitez pas à acheter ce livre et à le lire en entier, vous aurez une meilleure perspective des choses. Là, c'est simplement un extrait issu du chapitre « Le romantisme de la science ». Au revoir, je vous embrasse.